Come on then. My log does not judge. Hello. Il était triste aussi. Il était triste, oui. On est un peu triste cette semaine dans Lynch Planning. Donc on va pas faire un gros hello. Non. Peggy Lipton qui joue Norma Jennings nous a quittés cette semaine. Mm-hmm. Et donc on voulait commencer l'épisode en parlant de ça. Je suis Sofiane, avec moi Dorian. Salut. Un petit sad Dorian. Un petit sad splaining parce que bah ouais, on a perdu un peu l'un des cœurs de Twin Peaks quoi. Mm-hmm. La figure maternelle de Twin Peaks. Carrément. Là où Big Ed est la figure paternelle, elle c'est la figure maternelle. Donc le cœur de Twin Peaks. Ouais, Norma, voilà, avec ses tartes et sa bonne humeur, toujours. Malgré tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Toujours là pour les gens. Ouais. Ce qui a l'air d'être un peu le cas de Peggy Lipton aussi, qui en a un peu connu des sympas pendant sa carrière, quoi. Des sympas. Bah, disons que quand elle était jeune, et on va en parler avant de se trouver avec Quincy Jones, elle enchaînait un paquet de compagnons abusifs et ah ouais. Ouais. Donc du coup son personnage de Norma, bon, on peut voir un petit peu un parallèle avec la belle jeune femme qui enchaîne malheureusement les compagnons de mauvaise influence et tout. Mais ouais, dans les années 60, pendant sa période Flower Power et tout ça, elle s'est pas trouvée avec des mecs bien jojo. Elle est surtout connue pour la série The Mod Squad, une série policière d'Aaron Spelling. Donc Aaron Spelling qui est ensuite connu pour avoir créé des tonnes de teenage soap opera dans les années 90, qui est un peu le mogul des soap opera aux États-Unis. Je sais pas ce qu'il devient, mais sa fille Tori Spelling, que tu connais peut-être. Absolument pas, d'accord. Qui est Je me sens vieux là. Dans ce podcast, à chaque fois qu'on le fait, je me sens vieux. Désolé. Sérieusement, j'ai que 31 ans, merde, je suis pas si vieux que ça. Et donc, comme Norma Jennings dans Twin Peaks, essentiellement connue pour ses deux rôles. Comme tu le disais, elle a été mariée à Quincy Jones, donc le grand producteur de musique. Elle est la mère de Rashida Jones, que vous connaissez très certainement pour Parks and Recreation, The Office, et aussi maintenant son travail en tant que réalisatrice où elle dénonce un peu la pornographie sur Netflix. Ah oui, c'est vrai. Ouais, elle a joué dans sa série qui s'appelait Angie Tribeca, qui est un peu une sorte de fils spirituel de Police Squad ou de l'humour un peu Abraham Zucker, genre y a-t-il un pilote dans l'avion et tout ce type d'humour là. Donc il y avait cette série là dans laquelle justement Peggy Lipton a fait un petit coucou à un moment où elle jouait sa mère, je crois. Ah ok. Donc voilà. J'ai jamais regardé ça. C'est extrêmement con. Ouais. Et ça se regarde plutôt bien, mais j'avais abandonné assez vite, comme toutes les séries que je regarde. Franchement, on peut en parler. Twin Peaks, je suis trop désolé. On peut en parler, mais Dorian a un gros problème. Il va regarder 3-4 épisodes d'une série et il va plus jamais la regarder. Et ça, c'est toutes les séries. C'est-à-dire qu'on peut lui mettre la meilleure série, on peut lui mettre The Wire, Les Sopranos, etc. Au bout de 3-4 épisodes, il va faire « Ok, j'ai vu ce que j'avais à voir ». Alors c'est faux. C'est pas vrai, je dis pas adieu à tout jamais, mais c'est que je préfère, quand je connecte pas, je préfère laisser de côté et y revenir plus tard comme j'ai fait pour Twin Peaks. T'as fini combien de séries dans ta vie? Bonne question, j'ai dû Twin finir. Peaks, est-ce que t'as vu tous les épisodes de Twin Peaks? Non, en plus, voilà, non. Voilà. Il m'en manque quelques-uns de la saison 2. Twin Peaks, ça marche pas. J'ai terminé Community, fin de la liste. Sérieux? Ouais. J'ai dû en voir, non mais j'ai dû voir un paquet, j'ai vu Comment t'as Friends fait pour plusieurs tenir fois. Comment t'as fait pour tenir plein de saisons sur Community, qui est une série qui a eu une belle chute de qualité à un moment? Bah j'y croyais, hein. Ouais, je me disais, oh ça va aller. Bon bref, on s'éloigne de Peggy Lipton. Oui, retournons à Peggy Lipton. Elle a une autre fille qui s'appelle Killala Jones. Je sais pas du tout comment ça se prononce, donc je vais le dire comme ça à la française. Elle est designer pour Disney de nos jours. Et c'était aussi la petite amie de Tupac à l'époque de sa mort. Et de un peu moins cool, LL Cool J juste avant. Ok, ouais. Il y a cool dans le nom, oui. Mais c'est pas James Cool. C'est pas James Cool. Petit fun fact sur Peggy Lipton. Elle a coécrit, avec beaucoup d'autres gens, la chanson LA is My Lady de Sinatra. Donc voilà, quand même. Parce qu'à une époque, elle a une carrière de chanteuse aussi. Et elle est sortie avec Paul McCartney. Ça va, c'est pas mal. Ouais, franchement. C'était les petits instants people du podcast. Ouais. Mais ouais, du coup, bah.
C'est triste, elle avait 71 ans, si je me trompe pas. Ouais. Elle en faisait 20 ans de moins. C'est vrai que c'est... Je suis heureux, je vais pas pouvoir rentrer dans les spoilers, mais je suis heureux que l'arc du personnage et elle laisse une dernière belle image avec ce qui s'est passé dans Twin Peaks The Return. Ouais. L'arc de son personnage, etc. Je trouve qu'il aurait pas pu finir d'une meilleure façon. Non, son personnage est vraiment respecté jusqu'au bout et ça fait, c'est au moins ça, quoi. C'est au moins ça, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Non, c'est pas le cas de tout le monde. Mais du coup, il me semble que du coup elle était malade en fait, c'est ça? Oui, elle avait un cancer depuis les années 2000, donc ça faisait longtemps. Ouais. Et voilà. Et du coup, elle a fait The Return en étant... Alors, je sais pas si elle était vraiment malade ou si elle avait une période où ça allait un peu mieux à ce moment-là, mais en tout cas, dans The Return, elle est très très bien. Ça se voit pas du tout. Ça se voit absolument pas qu'elle est malade ou quoi que ce soit. C'est pas comme Miguel Ferrer où là, ça se voit un peu plus. Ouais, il est pas... Bon, on reparlera de la saison 3 en temps voulu. On a perdu beaucoup de membres du cast, Twin Peaks. Sur ces dernières années, entre avant la saison 3 et après. Ouais, il y en a beaucoup. On va pas faire la liste. Je l'avais posté sur Twitter en plus, et encore, j'avais pas mis tout le monde. Ouais. C'est triste tout. C'est triste. Norma, I'll see you in my dream. Not if I see you first. Passons à l'épisode. Oui. Qui s'appelle Cooper's Dreams. Cooper's Dream. Qui est donc l'épisode 6. L'épisode 6. On n'explique rien, on continue. On continue. On avance. Cet épisode, il est écrit par Mark Frost. Donc c'est le retour de Mark Frost à l'écriture. Aux commandes. Un truc qu'on n'a jamais parlé pour Mark Frost, c'est son inspiration derrière Twin Peaks. Sachant que c'est presque lui qui a eu l'idée de base de Twin Peaks. Ok. Et ensuite, Lynch est parti avec. Il est parti dans les bois pendant genre une semaine. Sa grande inspiration pour Twin Peaks, ça vient d'une histoire que sa grand-mère lui racontait quand il était petit. C'est vrai. Et qui lui parlait du meurtre d'Hazel Drew. Ok. En 1908. Qui était une jolie jeune femme. Qui a été retrouvée au bord de l'eau. Et c'est un meurtre jamais résolu. Et donc, un peu dans le coin où il habitait, c'était le truc dont les grands-mères parlaient. Ok. Tu vas finir comme Hazel Drew ou des trucs dans le genre. Okay. Et c'est l'image d'elle échouée sur la plage ou sur le bord de l'eau. C'est un truc hyper marquant qui l'a marqué, et même s'il se rappelait pas des détails, ça lui est revenu des années plus tard. D'accord, j'étais absolument pas au courant. C'est intéressant du coup. Et donc il a été hanté par ça. L'épisode est réalisé par Leslie Linka-Glater, qui réalisera 3 autres épisodes de la série. Et qui va bosser ensuite par la suite avec Lynch et Frost sur leur autre série. Ah. C'est la première fois qu'on va en parler, si je me trompe pas. Ouais, qui est un truc particulier. Hein. C'est une série qui s'appelle On the Air. Ouais. Et je pense qu'on en reparlera un peu plus en détail une autre fois. Certainement. Ouais, c'est très particulier. C'est dans les années 50. Il paraît que c'est très drôle. Ça a été cité par plusieurs sites dans les 100 plus grandes comédies de tous les temps, etc. Mais je crois qu'il y a que quelques épisodes, 4-5 épisodes qui sont passés aux États-Unis. Ça a été annulé assez vite. Et voilà, ça a été annulé assez vite. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Twin Peaks. C'est un truc pour enfants. Mais il y a Miguel Ferrer dedans. Ah non, c'est pas. C'est pas du tout un truc pour enfants, autant pour moi. Ouais, avant que tu m'en parles, je savais même pas que ça existait. Quoi. Non, c'est plus sitcom sur les bords. D'accord. Ouais. Ok. C'est un truc sur un jeu télé, non? Je me trompe peut-être? Je sais pas. Bon, on en reparlera. On aura l'occasion d'en reparler, mais ouais. Ça a l'air d'être un assez gros ovni juste après Twin Peaks surtout. Donc cette réalisatrice Leslie Linka-Glater, ils me mettent toujours des noms faciles à dire, c'est sûr. Juste pour toi. Juste pour moi. Elle a bossé ensuite sur Mad Men, The West Wing, Weeds, Heroes, Grey's Anatomy, The Good Wife, True Blood, Homeland, Gilmore Girls, Urgence, Newsroom. J'arrête. J'arrête là. Bah bon CV. Bon CV. Hein. Bravo. Ouais, un peu de tout. Ouais, bah ouais. Ouais, commencer avec Twin Peaks pour... Jusqu'à True Blood. Pour arriver là, jusqu'à True Blood. Qui se veut un peu Twin Peaks sur les bords. C'est vrai? Ok. Je me ferai un plaisir de regarder 3 épisodes puis passer à autre chose. Passons à la Log Lady. La Log Lady. De quoi elle parle, la Log Lady, cette semaine? Elle commence par dire que chacun joue son rôle sur la grande scène de la vie. Je me disais, oula, Margaret. Oula, Margaret. mais après, elle dit des trucs très... T'as fumé de l'herbe à pipe? Tolkien. Ouais, elle commence en disant ça, j'étais un peu perplexe, mais en fait, c'est un petit peu du foreshadowing de sa scène de l'épisode qui arrive, où elle dit que tout ce qu'elle dit, c'est pas pour rien qu'elle le dit. Et du coup, elle dit qu'elle parle du feu. Elle est en colère contre le feu. Ouais.
Elle est en colère. Donc elle a une bonne raison d'être en colère contre le feu, vu que le feu lui a pris son mari. C'est ça. Et elle parle du feu et elle dit que ce n'est pas un gentil feu. Non, il est pas clément le feu. Il est pas très sympa, quoi. Genre en soirée, il se met à parler politique et tout. Il chante les lacs du Connemara quand il est un peu bourré. Voilà. Il est un peu relou. Il lève son col de chemise. Passons à l'épisode. Yes. Générique dont on n'a pas trop parlé chaque semaine. Non, alors je sais pas si t'as remarqué, mais en fait il commence sur un plan avec un oiseau. Ouais. Et je voulais parler justement de ce plan avec l'oiseau, qui, je me souviens plus si on en a déjà parlé ou pas, mais qui est une des dernières scènes de Blue Velvet, en fait. Ah oui. Le film se termine, enfin il se termine pas complètement, c'est pas genre le dernier plan, mais dans les derniers plans du film, dans la résolution du film que je spoilerai pas, il y a un plan sur le même oiseau de la même race, à peu près cadré pareil. Il me semble qu'il a un insecte dans le bec, mais du coup, ouais, ça a l'air de symboliser un truc un peu, comment dire, un peu paisible, un peu. Il y a plusieurs oiseaux qui reviennent dans l'épisode en plus. Aussi. Il y a le corbeau qui apparaît beaucoup. On parle des hiboux. On parle des hiboux. Encore une fois. Ça c'est un truc Et à part. Waldo. Et Waldo. Et Waldo. Donc ça fait un paquet d'oiseaux. Mais est-ce que tu as remarqué ce qu'il avait sur la tête, l'oiseau, cette semaine? Non. Alors il avait une casquette Make America Great Again. Merde. Putain, non. Et c'était, attends, c'était pour annoncer un featuring avec Kanye West. Donc il a fait un virage quand même. J'aime pas trop ce qu'il fait avec sa carrière, l'oiseau, là, en ce moment. Écoute, il faut savoir séparer la personne de l'œuvre et l'apprécier en tant que partie intégrante de Twin Peaks. Bon, allez, assez de conneries, Bon, passons bref. à l'épisode. On commence avec la lune. La The lune. moon. The moon. Des chants islandais. Ouais. Et Cooper qui peut pas dormir. Donc il se plaint à Diane. Il est 4h du mat, il a des frissons. Il est 4h28 pour être exact. Et ouais, il demande à Diane de lui envoyer des bouchons d'oreilles en express par la poste, ceux qui portaient à New York, parce que... J'ai fait des recherches sur ces chants islandais. Ok. Ce sont des vrais chants traditionnels islandais et apparemment chantés par des vrais Islandais. Donc Ok, ils ont fait bah, leurs recherches et c'est ils bien. sont allés... C'est pas comme quand il y a des Français qui parlent dans Mad Men, par exemple. Ou c'est Tabernacle. Tabernacle Donald Draper. C'est vrai. Là, ok. Ok. Bah écoute, on avait bien Tu vois, si la t'avais famille continué Renault Mad Men. dans l'autre... Ça va le shade un peu là. Non mais c'est vrai, on avait la famille Renault dans les épisodes précédents là, qui étaient Ouais. français... Non, pas canadien. Ouais, enfin qui étaient canadiens mais qui étaient pas du tout en fait... Donc bon, ils se rattrapent avec les Islandais. Je crois qu'ils sont censés être québécois, mais ils disent French Canadian. Ils disent pas Ok. québécois. Ouais. Et donc du coup, l'hôtel est investi par des Islandais en fait. Ouais. C'est ça le truc. Un truc marrant, c'est qu'il n'y a pas de forêt en Islande. Ils ont C'est aucune vrai, ça. forêt en Islande. Ah ouais, c'est c'est la des raison volcans. pour laquelle ils sont là, c'est qu'ils sont attirés Ah. par... Ils doivent acheter la forêt, en gros. Donc D'accord. ils sont attirés par les bois de Twin Peaks. Parce qu'en Islande, on peut pas faire pousser d'arbres. D'accord. Ouais, Bon, c'est vrai qu'il y a un paquet de volcans et tout, ça doit être compliqué de faire. Non, et puis je crois qu'ils sont un peu trop en haut. Ah, je sais plus exactement, mais... Ça Il va. le dit à un moment, Pete. J'ai loupé ça. Vous vous passez au-dessus de la ligne... Ah la ligne oui, des arbres. oui. Non, mais c'est pas pour ça. Si. Ah ok. Ah, si. Ah, j'avais pas compris ça. Je croyais qu'il parlait d'un délire d'hémisphère ou de je sais pas trop quoi, et donc du coup j'ai loupé. Non, il parlait des arbres. D'accord, ok. The trees. The trees, point de tree. Jusqu'à présent, Cooper était très heureux de l'hôtel. Il ne se plaignait pas. Mais là, Et- il va demander à parler au manager, je pense. Tu vois. Ouais. Et du coup, il prend son café, mais il est pas content. Ouais, là, on est le lendemain. Yes. Il y a des Indiens derrière. Ah oui. Il y a toujours une conférence derrière. Oui, c'est vrai, T'as c'est remarqué vrai. Bah, là, Oui, c'est oui, une c'est conférence de natifs Cette fois-ci, j'ai pas américains qui fait, sont tous là entre eux. Très bien. Cooper est de mauvaise humeur. C'est la première fois qu'on le voit qu'on voit cette facette de sa personnalité. Il est pas désagréable, il est juste pas le Cooper petit chiot dans la neige qu'on connaît d'habitude. Quoi. Est-ce que tu as remarqué qu'il a un mug du FBI? Oui. Il a ramené son propre Oui. mug. On est d'accord. Ouais. Et donc en voyage, il a dans sa petite valise, il a son petit mug du Il a dit FBI. cette fois-ci, je prends le mien. Ouais. Ça suffit les conneries. Il a son mug du FBI. Mm. Audrey arrive. Ouais. Cooper l'envoie un peu balader. Ouais, il lui dit qu'il a pas le temps pour elle et elle est un peu triste parce qu'elle voulait lui annoncer qu'il y a du progrès dans l'enquête et que elle va partir en filature et intégrer le coin parfum du magasin de son père et tout, que c'était prévu et tout, mais elle a même pas le temps de lui dire qu'il dit bah
Écoute, faut que je file, il faut que j'aille prendre 5 cafés encore ailleurs. Et donc Audrey essaie de le charmer un peu à coup de regard. Lui, il lui demande son âge, c'est un peu sa réponse à chaque fois. Elle lui dit 18 ans, on sait pas si elle ment ou pas. Faudra que je regarde. Et donc tension sexuelle au max. Quoi. Ouais. Ah si. Ouais. Mais il lui donne vraiment 30 secondes. Ouais, mais là, j'ai l'impression que lui, il lui envoie un peu un message une fois qu'elle lui dit qu'elle a 18 ans, quoi. Ouais. D'habitude, il recule et il se remet en mode FBI, et là, il est un peu plus... Ah ouais, t'as 18 ans. Bah, il lui dit sa réponse directement après, c'est on se voit plus tard. On se voit plus tard. À plus tard. How are you? Well, Audrey, to be perfectly honest, I'm tired and a little on edge. Oh. Jerry est de retour d'Islande, Ouais. avec une magnifique broche Cupidon. J'ai même pas fait attention. Si, il a une chemise super bizarre qui va pas du tout très années 90. On arrive enfin dans les années 90 au niveau des fringues. Il y a des fringues, ouais. Et il a une sorte de broche Cupidon sur sa chemise. Elle est vraiment, vraiment moche, quoi. C'est... Bah, il veut faire savoir qu'il est amoureux. Il a trouvé l'amour en Islande. Je peux enfin parler de la connexion entre Ben et Jerry et Bobby Kennedy et John Kennedy. Je t'en prie. Deux frères, donc influents, très haut placés, qui aiment bien s'échanger les femmes, un peu comme ils ont fait avec Marilyn Monroe. Enfin, je trouve que c'est un peu les Kennedy de Twin Peaks, ces deux-là. D'accord, ouais. Après, ils ont pas le même capital sympathie. Non, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les Kennedy, tu sais. Il y en a quand même, les deux se sont fait tuer, hein. Je sais pas si t'es au courant. Ok, tu marques un point. Mais c'est vrai que non, j'ai l'impression... Par la même balle. Ce podcast est maintenant une théorie. sur C'est la théorie de l'assassinat des deux frères par la même balle. Ils veulent vendre le projet Ghostwood Estates aux Islandais, et donc c'est la forêt, c'est la grande forêt qui leur appartient. Et donc ils veulent littéralement transformer la forêt en suburbs un peu dégueulasses, de maisons qui se ressemblent toutes. Ce qui est pas une bonne idée, hein, quand on voit ce qui se passe dans la forêt, tu vois. Enfin, oui. C'est un peu comme dire allez, on va construire ce manoir sur un cimetière indien. J'allais dire la même chose. Ouais, bah faites pas ça les mecs. Et là-dessus, du coup, ils pensent amener pour essayer de les convaincre un peu, ils pensent amener les Islandais au One Eye Jack, je crois. Ouais. Avant, on voit quand même que Jerry a transporté une jambe d'agneau dans son sac depuis l'Islande. C'est l'escalade. En même temps, une nouvelle fois avec les frères Horn, tout ce qu'ils mangent, dès qu'ils mangent quelque chose, c'est sexuel d'une manière. Oui. Et là, c'est la jambe, ils sont là en train de sentir la jambe et de la caresser, on dirait que c'est une jambe de femme, la manière dont ils le font. C'est vrai. Et en même temps, ils parlent d'aller au One Eye Jack. C'est vrai. Donc, à chaque fois, j'ai l'impression, Donc, en fait, t'es un peu dans le camp de l'Amérique puritaine qui avait un problème avec les baguettes l'autre fois. Non, ouais. Je dis juste qu'ils dégagent ça, ça veut pas dire que c'est... Non, mais carrément. De toute façon, ils sont très bons vivants, genre le plaisir de la chair, la bouffe, le sexe, etc. Et du coup... Leland arrive sur ses entrefaits. Alors, on dirait qu'il sort de son lit après 15 jours de dépression aiguë. C'est ça. Il est pas rasé, il est très mal... Et on dirait qu'on l'a téléporté là, débraillé. en fait. Qu'il lui-même, il fait genre... quoi Il dit qu'il est là pour aider, mais clairement, il a l'air de les embarrasser plus qu'autre chose. Et donc, le côté maniaque de Leland revient, il dit « Je veux aider le business, etc. Et il se met à chialer tout de suite et à hurler. C'est pas au top, Leland, encore une fois. Non. C'est pas fini, d'ailleurs. Et les deux frères, pour le coup, ils sont pas au top non plus, parce qu'ils sont vraiment... On sait qu'ils sont business, mais là, ils sont vraiment genre sans cœur, quoi. Ah, ils veulent s'en débarrasser. Donc, limite, s'ils pouvaient le sweeper sous un meuble, ils le feraient, parce que... Parce que oui, Leland, c'est vrai qu'on en a jamais trop parlé, mais il bossait avec les frères Horn, c'était ça son truc. Lui. Bah ouais, on l'a vu que très peu. Il est avocat, si je me trompe pas, Leland. C'est possible, ouais. Mais oui, dès le premier épisode, il apprend la nouvelle et ensuite il retourne plus vraiment au Great Northern en tant que vraiment employé. Enfin, il l'aide plus, quoi. Il dégage du business assez vite en réalité. Ah, là, il est plus en état. Non, clairement non. On continue la fouille de l'appartement de Jack Renault de l'épisode précédent. Donc on en est, si vous comptez à la maison, on est au deuxième café de Cooper. Oui. Limite, il trempe son donut dedans. Il en voit un troisième dans la scène, si je me trompe pas. Jack Renault bossait comme bûcheron avant de rejoindre la Roadhouse, donc encore lié au bois et tout ça. Ouais. Et du coup, une petite connexion supplémentaire avec Léo. Oui.
qui a l'air de transporter des rondins. Mais il n'y a que ça dans la ville, de toute façon. Tu veux dire que le commerce complet du c'est le bois, quoi. Le bois. Bah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, c'est ça. J'aime bien, c'est que Truman a un signe spécial pour demander des donuts à Andy. Oui. Il fait un rond comme ça avec Yes. son... Et tout de suite, Andy est là. Oui, j'ai compris, il va chercher les donuts. Le sang sur la chemise de Léo est AB négatif. Ce n'est pas le sang de Laura. D'accord. Coop, il pense que c'est le sang de Jack Renault. Yes. Et tout de suite, on lui confirme. Donc voilà. Même pas on attend comme son truc de la cocaïne où on a dit on va lui donner un ou deux épisodes avant de confirmer, histoire de la directe. Et j'ai l'impression qu'il redevient Cooper une fois qu'il a bu son café et mangé son donut. Exactement, j'ai noté ça. J'ai noté qu'il retrouve sa life force quand il boit son café. Et pendant toute la scène, c'est montré à la fin de la scène, mais du coup, il passe la scène, à partir du moment où il a bu son café, à fixer le plafond. Et on voit pas le plafond. On voit jamais le plafond. On voit jamais le On plafond. sait pas comment ça se passe parce que les scènes où tu vois le plafond des Yes. autres coins de l'appartement, tu te dis attends, comment il peut cacher un truc là? Parce que c'est un plafond très plat, quoi. Ouais. Et Ils ont résolu le problème en juste ne montrons pas. Et du coup, c'est là qu'il retire avec sa petite épingle de mec du FBI là. Et Harry lui fait la courte échelle quand même. Oui, il lui fait la courte. Donc la bromance continue, l'équipe de choc. Et donc il retire de on sait pas où, on sait pas du ciel. Il retire une copie de Flash World du coup. Du scénario. Voilà. Il va chercher directement à même le scénario. Pour ceux qui se souviennent pas, c'est le magazine où il y avait la pub de Ronette dans les premiers épisodes de... C'est ça, c'est une sorte de Playboy en fait. Et Jacques Reno posait des annonces en utilisant des filles, etc. C'est ça. C'est très... c'est un truc que vous pouvez pas comprendre de nos jours. Les magazines porno, je sais même pas si ça existe encore. Ça doit exister, mais dans ce type-là, avec les annonces à la fin, etc., c'était un truc vraiment d'une autre époque, quoi. Ouais. On en trouvait dans les bois ou dans des endroits comme ça, tu sais, les endroits pourris où d'un seul coup tu trouves un vieux magazine porno quand tu te promènes en tant que gamin. C'est... Encore les bois. Bah ouais, voilà. Les manifestations. Il y a un bong sur la table. J'avais même pas fait attention. Ouais, et il y a des sortes de lunettes avec des googly eyes. Ils savent déconner. Ils sont là pour passer du bon temps. Et le camion de Léo est dans le magazine. Nous, on l'avait vu à l'époque, mais c'est la première fois que Cooper le remarque. Yes. Et il le fait vraiment nonchalamment pour vraiment se la péter, quoi. Ouais. Et vraiment là. Oh, au fait, Truman, t'as remarqué un truc que moi j'ai remarqué il y a 15 minutes et je l'ai pas dit. Petit power move, mais... Donc voilà, l'enquête avance tranquillement. Il y a Doc Hayward qui est là, mais qui fait pas grand-chose. Il répond au téléphone. C'est lui qui annonce les résultats des trucs, mais vraiment, il est là. Mais de toute façon, pendant tout l'épisode, il accompagne le gang et je sais pas, il fait un peu ce genre cinquième Beatles, quoi. Cinquième Beatles dont on parle pas. Shelly a fait à manger pour Bobby. Ils s'amusent avec le flingue comme des gamins. Il y a une tension à chaque scène entre Shelly et Bobby où on se dit Léo va arriver d'un moment à un autre. Et d'ailleurs, justement, pendant la scène, Bobby fait un peu le beau là, en faisant une scène un peu hypothétique du genre qu'est-ce que je ferais si Léo était là, je le menacerais d'une arme et tout. Puis au moment où il y a le moindre bruit à l'extérieur, il ferme sa gueule. Hein. Et clairement, ils se lèvent tous les deux, ils sont hyper flippés. Et c'est l'opposé total de Léo qui arrive. Puisque c'est Andy qui arrive. C'est Andy. C'est vraiment... si on pense à l'opposé de Léo, c'est Andy. Ouais. Et justement, en fait, Shelly et Bobby, ils sont en train de monter un peu leur petit plan pour incriminer Léo et tout ça. Et donc, qui arrive, mais la meilleure personne pour gober, en fait, les histoires de Shelly. Et donc, Bobby, il se planque dans le placard, ou je sais plus où, là, dans la remise. Et Shelly, elle fait son petit speech à Andy qui est là. Mais quoi? Mais appelle-nous. Ouais, elle lui raconte donc pour les liens entre Jacques, Laura, Léo, etc. Ensuite, il y a Léo qui appelle pour demander si quelqu'un est venu. Donc, on dirait que Léo, il est dehors en train d'observer. Je suis désolé, mais ouais, ça on fait est vraiment... d'accord. Ouais. Tu sais, il vient de voir qu'il y a Andy qui est passé et il fait, il y a quelqu'un? Non? Ok. Et il ajoute à la liste des trucs. Elle ment. Et petit truc symbolique... pendant qu'il est au téléphone et qu'elle se sent obligée de répondre toi aussi tu me manques, Bobby lui met le flingue dans les mains pour un peu lui symboliser Léo, c'est à toi de t'en occuper en réalité, c'est toi qui dois te sortir de ce bordel.
On va au garage de Big Ed. Oui. Où on a une scène qui est assez très belle mais triste. Assez touchante avec ce qui s'est passé dernièrement. Oui. Et même, dans tous les cas, depuis le début de la saison, ils avaient chacun leur compagnon, mais ils étaient mignons à essayer de se voir et à essayer de faire marcher tout ça. Mais là, c'est fini. Ils se rendent compte que... Ils font un break. Ouais. Big Ed a un peu peur de briser le cœur de Nadine. C'est ça. Trop gentil, encore une fois. C'est ça. J'aime bien ce qu'elle leur dit, ce que Norma dit. Peut-être que c'est ça notre problème, qu'on veut jamais faire de mal à personne et qu'on prend jamais ce qu'on veut. Ouais. Et j'aime bien. C'est un peu les deux bons, trop cons. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, après, Norma, elle est vraiment dans une situation où c'est un mec dangereux. Bon, après, on sait que Nadine, elle est dangereuse et elle peut plus le faire, mais après... elle fait peur, Nadine. C'est vrai que... Franchement, il a peur, elle. En fait, ça se trouve dans la chaîne alimentaire de Twin Peaks, au-dessus de Hank, ça se trouve, il y a Nadine, en fait. Je pense que tous les deux, ils sont dans une relation abusive, quoi. C'est juste que c'est des degrés différents. Ouais. Voilà. Il y en a un où c'est un rapport de force, et l'autre, c'est plus... un rapport de inattendu et... Ouais, et aussi de chantage affectif. Ouais. Tu vois? Ouais. Oui, non, que Nadine lui fait beaucoup de chantage affectif comparé. Surtout que c'est un type d'abus différent, mais c'est quand même de l'abus, quoi. Bah ouais, parce que mentalement elle va pas très bien, donc du coup il doit se sentir super coupable, avoir besoin de s'occuper d'elle, et il se sent responsable en fait. Mais du coup, Norma, elle lui demande de plus l'appeler, et juste avant de partir, elle lui dit je t'aime, et ouais, moi ça m'a, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment triste. Une pure scène entre elle et Norma. Jusque là, ils étaient mignons et à chaque fois qu'ils se retrouvaient, c'était un peu leur bol d'air frais, c'était un peu leur, on respire enfin, on se retrouve, mais là, voilà, il faut y mettre fin, ou en tout cas pour l'instant. I don't ever want to hurt you, babe. Maybe that's our trouble, Ed. We never want to hurt anyone. We never just take what we want. Ambiance différente au magasin Horns. Avec Audrey qui parle à Emory Battis, le gérant du magasin, et elle littéralement suit les traces de Laura. Oui. Donc elle se met dans la peau de Laura, elle refait la même chose que Laura, techniquement, mais avec un twist Horn, bien sûr. Où elle d'abord utilise de ses charmes. Ouais. Déjà, il est pas prêt, Emory. Il sait pas sur quoi il va tomber là. Oui. il se doute de rien. S'il avait pu fusionner avec la chaise, il l'aurait fait, je pense. Lui, il veut la mettre au département emballage. Voilà. Et ça, clairement, ça passe pas. Donc, elle commence à user de ses charmes et ensuite, elle lui dit carrément qu'elle n'hésitera pas à l'accuser de viol ou de ce genre de choses. Qui, en 2019, comme scène, bien stylée. Bien stylée. Je trouve qu'elle me fait penser à Ben. Bah oui, c'est son côté moins... Parce qu'elle a des moments où on la trouve humaine et vulnérable. Par contre, dès que ça touche au business et à l'envie d'atteindre un but bien précis... Elle manipule comme Ben. Elle manipule. Elle utilise les uns et les autres pour arriver à ses fins. Carrément. Et elle a enfin son boulot au comptoir parfum, tout en réussissant que Ben ne soit jamais mis au courant, ce qui est plutôt pas mal. Bah, c'est vraiment elle qui est arrivée, elle a fixé les règles, elle est repartie, quoi. Donc là, on a un trio incroyable qui est Donna, James et un Belvedere. Et là, c'est vraiment genre le zénith, quoi. C'est moi, il ressemble de plus en plus à Zoolander. oui, non mais carrément. La scène où et plus ça avance, plus il joue moins bien aussi. Et plus ça avance, plus il ressemble à Zoolander. En fait, on dirait une statue de cire un peu. Il a un côté un peu cireux, je suis un mannequin. Et donc James nous raconte son histoire de famille, quoi. Il se confie. Mais c'est un peu sorti de nulle part. Mais oui. Salut, viens parler avec moi, viens. Alors mon père, en fait, il est pas mort quand j'avais 10 ans. C'est un musicien de la côte ouest. Ok. Et sa mère, elle écrit des poèmes et des histoires. Comment est-ce que deux adultes aussi cool, ils ont l'air super cool, ces parents. Il y en a un qui est musicien en Californie. Alors, je t'arrête tout de suite. C'est cool, mais ça peut aussi être pas du tout cool. Parce que des écrivains mauvais, ringards, il y en a par pelle. Mais lui, il a pas l'air d'avoir un seul trait il est pas créatif. Ouais, il est pas créatif du tout. Il a une moto, fin de la liste. Voilà, il a l'air très banal, James Dean années 50, quoi. Ouais, encore James Dean. Je suis gentil. James Dean, c'est quand même si ce n'est le meilleur acteur de tous les temps. Là, on parle de... Ouais. Comment il s'appelle, James Marshall ? Oui. Ouais.
Mais ouais, bah en tout cas c'est mignon qu'ils veulent qu'il y ait aucun secret entre eux et que du coup ils réitèrent qu'il faut vraiment trouver qui a tué Laura parce que c'est leur mission. Et que... Sa mère se prostitue aussi, plus ou moins. Ouais, il sous-entend que sa mère est donc alcoolique et qu'elle se retranche dans des hôtels. J'ai écrit OK James. C'est hyper cruel, mais c'est ma réaction aussi. Quand j'ai Parce regardé... qu'il est là, hey, salut, et hop, il te balance tout ça. Oui. Et il fait OK. Je sais pas si t'as remarqué, mais genre il sort ça et ensuite il part se mettre à l'autre extrémité du belvédère en mode vraiment soap opéra. Je vais regarder l'horizon. Et ça a été tourné en Californie. Toutes les scènes de forêt ont été tournées en Californie et ça se voit un peu quand même. Ça se voit, c'est très. C'est beaucoup moins. Ouais, c'est moins brumeux. Ouais, beaucoup moins que le Nord-Ouest où c'est quand même vraiment c'est un type quoi. Voilà quoi. Donna et James, petit point Donna et James. Il aurait peut-être dû commencer par lui dire écoute, je te fais confiance, j'ai envie qu'on s'ouvre, qu'on soit tous les deux ouverts l'un avec l'autre. Ouais. Je vais t'annoncer quelque chose. Plutôt que de lui balancer le truc et ensuite dire ça. Ouais. Tu vois. Surtout que moi je me disais, parce qu'à chaque fois qu'ils se retrouvaient, c'était pour parler un petit peu de Laura par exemple. Ouais. Moi je me disais, il va lui révéler un truc par rapport à Laura, qui va les aider à avancer, etc. Je sais pas, qui lui parle de Maddie ou j'en sais rien. Non. Il lui dit, assis-toi 2 secondes, je vais te parler de ma backstory. Et nous on est là genre, mais très bien, vu. Écoute. Oh James. Retour chez Renault. Pas le. Oui, non. On va pas acheter une voiture. Hein. Pas le concessionnaire, mais pas le chanteur, personnage. pas le chanteur non plus. Toujours pas mort. Il regarde le courrier de Renault, de Jacques Renault. Mm-hmm. Et donc il trouve apparemment Laura dans le magazine parce qu'il y a des rideaux rouges derrière. Et au même moment, Cooper trouve une photo où il y a une cabane dans les bois avec des rideaux rouges. J'aimerais parler de 2 trucs dans cette scène. Un peu anecdotique, mais j'y tiens. Première chose, la scène s'ouvre sur... Donc ils ont tous des gants pour bien faire attention aux preuves, aux indices qu'ils trouvent, mais ils empoignent les donuts à pleine main et on passe bien 10 secondes à suivre les donuts qui sont passés de main à main. Donc vraiment, c'est la petite ville. Dans la peau du donut. C'est ça. Et je voudrais juste qu'on parle de le premier plan de cet épisode où on a les gars qui sont dans le champ de la caméra et qui se déploient comme s'ils allaient se mettre à harmoniser comme un barbershop quartet. Ça me fait très penser au film de Sergio Leone, moi j'ai noté. Aussi, ouais. Moi c'est le truc qui me vient à l'esprit, c'est les films de Leone. Quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a un côté western dans ces épisodes de toute façon. C'est vrai. Mais voilà, donc oui, du coup il voit une photo d'une sorte de chalet et il dit qu'il y a des rideaux rouges, donc pour lui c'est là qu'a été pris la photo, donc c'est Laura, etc. Et du coup ils vont se mettre en tête de trouver ce fameux chalet que Renault avait, puisqu'il commandait du fuel là, ou je sais plus exactement quoi, pour chauffer son petit chalet. Allons au Double R, où il y a Maddie qui rejoint Donna et James. Et en gros, il leur annonce un peu tout, qu'ils enquêtent sur Laura. Mm-hmm. Est-ce que tu as remarqué que Maddie portait des épaulettes sous son pull ? Non. J'ai remarqué qu'elle commandait un Sherry Coke qu'elle ne boit pas. Et elle se barre, oui. Je le veux bien, moi, son Sherry Coke. Mais oui, genre, James qui lui propose à boire, elle fait mais volontiers, et ensuite elle le laisse. Et il paye pas, je crois. Il se barre sans payer. Bah, j'imagine qu'il a payé J'en sais rien, on s'en fout. Normal, va toujours voir Biguette. Ton neveu, quand même, il paye jamais, quoi. C'est-à-dire, il a l'air très gentil, mais faut lui expliquer le concept d'argent, quoi. Et un autre truc qui m'énerve un peu en dehors du look des épaulettes avec son pull, parce que faut qu'on en parle du look des personnages de temps en temps, parce que c'est volontaire, quoi. On parlera de Jacobi un peu plus tard d'ailleurs. Pourquoi Maddie, dès qu'elle parle, elle enlève ses lunettes? Et ça, c'est un truc très de série et de film américain. C'est vrai. C'est genre, vous avez vu comme elle ressemble à Laura. Voilà, et ça me saoule. J'enlève jamais mes lunettes, j'ai des lunettes, je les enlève pas. Même pour parler. Attends, excuse-moi. Tu sais, il y avait aussi dans Buffy, c'était Giles qui se nettoyait toujours les lunettes. Ça encore, ça va, il se nettoie les lunettes, tu vois. Mm-hmm. Mais oui. On dirait toujours qu'elle est déguisée. On voit très bien que c'est Cheryl Lee. Ouais. C'est quelqu'un qui a mis une perruque et des fausses lunettes et des épaulettes. Après, elle est très bien. Elle joue bien un rôle différent de Laura. On comprend. C'est juste qu'on dirait toujours qu'elle est déguisée, quoi. Ouais, non, mais carrément. Et on s'attend un peu toujours à ce qu'elle enlève sa perruque et qu'elle fasse c'est moi Laura, je suis en vie, quoi. Ouais. Tu vois.
Du coup, Donna et James, il complotent. Ouais. Et il demande du coup à Maddie de chercher si elle trouve des trucs peut-être dans des éventuelles planques secrètes de Laura, si elle trouve des indices. Maddie dit un petit truc, elle parle de Laura et elle dit Sometimes I feel like I know her. Donc comme la Red Room. Yes. Comme le rêve. Comme le rêve de coupe. Il y a Hank qui les a entendus. Il s'en fout, Hank, je crois. Je suis pas certain qu'ils s'en foutent. Parce qu'on a vraiment un plan, on a la musique, on a sa tête. Je pense pas qu'ils s'en foutent. Je pense que... C'est vrai que la musique de Hank... En tout cas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, quoi. Chaque fois qu'il apparaît, Hank, c'est la musique dramatique. Ouais, c'est genre... On a même ce petit moment sympa avec Shelly et Norma qui reviennent de chez le coiffeur. Oui, on parlait de coupe de cheveux, bah voilà. Où elles se sont fait une choucroute complètement affreuse. Incroyable. En plus, elles sont maquillées, c'est même pas possible, quoi. Et elles arrivent et elles ont ce petit moment de toutes les deux, elles qui vivent un peu dans le malheur avec leurs maris respectifs. Mm-hmm. Et c'est entrecoupé par la musique de Hank. Donc elles arrivent heureuses et t'as la musique super dramatique en même temps et tu te dis putain, elles peuvent même pas avoir leur petit moment de... Et puis il fait un truc qui est vraiment typiquement mari abusif de film, c'est qu'il la chope par le bras, quoi. Oui. Elle était en train d'avancer et d'être heureuse, il la retient. De mari abusif tout court. Ouais. Non mais oui, évidemment. Mais et du coup il lui dit il dit qu'il sait qu'il va pas la reconquérir. Et il joue bien là. Ouais, c'est très bien le mec sympa, il fait des blagues, il est souriant. Et... S'il y avait pas la musique, tu pourrais te dire peut-être qu'il a changé, quoi. Ouais. Mais même après la musique fait beaucoup. Hein. Ah oui, c'est vraiment l'effet Kuleshov, quoi. Parce que du coup, je sais pas si ça se dit, c'est exactement la même chose, mais du coup, s'il y avait pas la musique, après je sais pas, sa réflexion sur le café là, en disant je vais mettre au boulot, mais est-ce que je peux au moins terminer mon café ? C'est pour rire. Ouais, je sais, c'est pour rire, mais la musique fait que ça fait vraiment... Ah non, moi je voyais plus ça comme lui qui fait une petite blague. Qui tente un truc, quoi. Voilà, et elle, ça la fait sourire, elle tombe dans le panneau, quoi, tu vois. Ah, pour moi, elle était vraiment genre... Au début, non, et puis au bout d'un moment, elle se met à sourire. Elle a un gros sourire à la fin de la scène. Ouais, c'est vrai qu'il l'appelle boss et tout, ça fait un peu genre, je te donne l'ascendant. Non, il la joue très bien. Mais nous, on est au courant qu'il y a un truc derrière lui. Yes. On le verra par la suite dans l'épisode. Et Shelly a tout vu. Et elle regarde ça depuis la cuisine, où elle tourne la tête et elle tombe sur une télé, parce que tu sais, dans les cuisines, il y a des télés, et où il y a Invitation to Love. Non, dans les cuisines américaines, il y a des fois des télés. C'est vrai ? Ouais. Et donc, du coup, il y a Invitation to Love, où le personnage de Chet s'en prend plein la gueule, et c'est tout. je tenais à faire un petit hommage à Chet. Invitation to Love will return. Petite thérapie de famille entre les Briggs et Jacoby. Mm-hmm. Les Briggs n'arrivent pas à comprendre leur fils adolescent. On a tout essayé, on n'a rien essayé, mais on sait pas quoi faire. Bobby parle de que ça fait de tuer quelqu'un, que son père a tué pendant la guerre. Donc on voit que le conflit est vraiment... Ouais, après j'ai l'impression que c'est vraiment... il s'en fout, donc il a décidé de les faire chier. Ouais. J'aime bien parce que Bobby et Jacoby font un concours du mec le plus affalé. Oui. Et du mec qui sera le plus nonchalant. Et Jacoby gagne toujours. Oui, non mais clairement. C'est naturel chez lui. D'ailleurs, si on peut s'arrêter une seconde sur Jacoby, on n'en a pas parlé jusque-là, mais son personnage est inspiré d'un vrai gars en fait, qui est limite encore pire que Jacoby. Il est encore plus Jacoby que Jacoby, qui est un gars qui s'appelle Terence McKenna, qui était un écrivain américain. Il était donc même look, hein, vraiment c'est la même personne, barbe, cheveux frisés, même gars. Passionné d'Hawaï. D'Hawaï, pardon, excuse-moi. La prononciation officielle de Jacoby. De gaïaïsme. Donc je sais pas exactement ce que c'est, mais rien que le mot, bon bah voilà, un gaïa et tout ça. De chamanisme, évidemment. Et de ethnobotanisme. Gaïa, c'est la terre. Oui, je sais. Et de substances psychédéliques. Ok. Oui, donc Jacoby. Et donc vraiment Jacoby. Et ouais, donc un vrai gros blanc des années 60 qui était là. Ouais, à fond. Et il a même une théorie. Alors je sais pas si on a le temps, vas-y. Mais en gros, il a un peu une théorie sur l'évolution qui est entièrement basée sur les champignons hallucinogènes. Ok, vas-y, je vais l'entendre. Ok. Allez. Alors, il y a des milliers d'années, millions d'années, lorsque les hommes étaient encore des singes. Pour lui, le passage du singe à l'homme, en fait, s'est fait au moment où les forêts reculaient, parce qu'il y avait des changements dans le climat. Du coup, les singes sont retrouvés à devoir sortir des forêts. Et c'est là qu'ils ont trouvé des champignons, les mecs. Donc ils ont mangé ces champignons. Mais il n'y avait pas de champignons dans les forêts, tu vas me dire. J'en sais rien. C'est Terence. C'est terrible. Et donc ça a changé leur acuité visuelle et ça les aidait pour la chasse.
Ah. Et donc ça les a permis de continuer à évoluer, à pouvoir ne pas complètement crever de faim et tout ça. Ah ouais, les champignons que j'ai pris, ils m'ont pas aidé à voir plus loin, je te le dis. Hein. Ils t'ont pas aidé à chasser de la gazelle. Ils m'ont beaucoup fait rire, vraiment beaucoup fait rire. Mais ouais, donc et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en lisant un petit peu là-dessus, il est dit plusieurs fois que Terrence, à chaque fois qu'on lui amenait des trucs, des informations vraiment scientifiques pour contredire sa théorie, il était là à dire non, mais moi écoutez les gars, vos trucs je les respecte, mais moi je préfère m'intéresser aux plantes et à mon instinct et à tout ça. Donc il était vraiment avec sa propre théorie. Donc voilà, c'est Jacobi à mort. Est-ce que t'as vu comment Jacobi est habillé dans cet épisode? J'ai juste rangé ça dans classique Jacobi, mais j'ai pas remarqué spécialement. Il a un col roulé, avec une cravate au-dessus, et avec une chemisette ouverte. Incroyable, ok, très bien. Voilà. C'était l'instant fashion de Jacobi, parce que à tous les épisodes, il est quand même habillé. Il révolutionne le game à chaque fois. Hein. Mais franchement, c'est hallucinant. J'imagine le mec se lève le matin, il ouvre tous ses trucs et il balance les 3 premiers trucs qu'il attrape dans ses mains sur son lit et il fait venez neuf. Il plonge dans des vêtements comme Picsou dans des seaux et. Bon, sinon plus sérieusement, cette scène, elle est vraiment super. Yes. Parce que bon, Jacobi demande à la famille. Il se débarrasse parce que c'est pas ça qui l'intéresse. Il veut parler à Bobby, il veut parler de Laura avec Bobby. Mm-hmm. Et il met sa veste de psy de côté et il endorse le manteau de l'enquêteur. Et quand même, on apprend que la première fois que Laura et Bobby ont couché ensemble, Bobby s'est mis à pleurer. Mm-hmm. Donc ça, c'est des choses que Laura a racontées à Jacobi. Et que Laura s'est moquée de lui. Mm-hmm. Donc ça ajoute encore un peu plus à l'image de Laura. Yes. Qui maintenant a un côté cruel aussi. C'est ça. On voit les autres parties du spectre qui jusque-là étaient moins montrées. Souvent, les gens qui souffrent ont tendance à un peu souffrir. C'est un moyen de défense aussi. C'est ce qu'il dit. C'est pas une excuse, mais c'est un moyen de défense. Non, c'est ce qu'il dit. Il dit que voilà, comme elle pensait que les gens ils étaient, elle se sentait corrompue et elle voyait les gens, tout le monde de la même manière. Et elle avait besoin de manipuler et de détruire les gens autour d'elle pour pouvoir vivre en fait. Et c'est ce qu'elle a fait à Bobby en fait. Elle le forçait à vendre de la drogue pour qu'elle puisse y avoir accès elle aussi, si j'ai bien compris. Ouais, à la fin de la scène, ouais. Yes. Bobby, un truc drôle, c'est que tous les personnages font leur propre enquête. C'est vrai. Mais Bobby, lui, il s'en fout complètement. C'est vrai. Et il s'en fout de qui a tué Laura, parce qu'elle voulait mourir de son point de vue. Donc, peu importe qui a tué Laura. D'ailleurs, la seule collection qu'il a avec la mort de Laura, c'est qu'il a la chemise de Léo qu'il essaie de... peut-être de l'inculper dans le meurtre de Laura, et au final c'est pas le sang de Laura qui est sur la chemise. Donc, et il le fait dans son propre intérêt. Et peut-être que du coup on comprend un petit peu mieux en fait la complexité de ce triangle, de ce double triangle amoureux, parce que bon, Laura elle était avec James aussi, mais où du coup Bobby en fait il se sentait certainement pas du tout bien avec Laura parce que voilà, visiblement ça se passait pas bien, donc voilà, ça apporte un peu plus de profondeur à toutes ces histoires de coucherie. Ouais, donc Laura est hantée par une force qui la tire vers l'enfer. Ouais, ça c'est intéressant. Et voilà à quel point elle peut être cruelle par moment et autre chose le lendemain et toujours changeante. Bobby pleure parce que voilà, il s'est mis à vendre des drogues juste pour lui en procurer. Donc c'est vraiment Laura qui l'a mis sur le chemin parce que l'origine c'est le quarterback de l'équipe de foot. Ouais. Il a bien évolué. Depuis le début de la saison, Bobby. Il continue à faire ses conneries quand même, à jouer avec des flingues et des trucs dans le genre, mais... Oui, mais au début de la série, quand il est dans la cellule avec Snake et qu'il menace James, on se dit bah voilà, c'est deux merdeux et en fait c'est plus compliqué que ça, quoi. Et quelque part, moi en tout cas, je m'y attache un peu à Bobby. Ouais, Bobby est attachant et en plus ça fait écho à sa scène à l'enterrement où il raconte que vous connaissez pas la vraie Laura au final. Mm-hmm. Et lui, sa vision de Laura est vraiment différente de ce que la ville pense de Laura. Oui, c'est vrai. Donc c'est un personnage clé au final, Bobby. Carrément. And every time she tried to make the world a better place, something terrible came up inside her and pulled her back down into hell. On va enfin dans les trees. Ah, the trees. Il y a un corbeau qui fait peur. Là, c'est pour vraiment que vous compreniez que ça va devenir sinistre. On a Doc qui a un bâton comme Gandalf. On a Cooper dans le rôle de Frodon. On a Harry en Sam et on a Hawk en Aragorn. Tolkien. Mais c'est vrai, ouais, c'est juste Doc avec son bâton à la Gandalf. Ouais, je l'ai noté aussi, c'était parfait. Ça, dans la forêt.
Ils pensent arriver chez Jacques Renault et puis ils se rendent compte que non. Non, c'est vrai. Parce que il y a la Log Lady qui sort de nulle part. Et qui les attendait. Et elle est en forme. Shut your eyes and you'll burst into flames. Thanks, Margaret. Ouf, elle se donne à 300%, Margaret. Alors elle est là, ils bougent très lentement quand ils ont pas peur. Déjà elle commence en disant ça. Tac. Après elle parle des hiboux qui ne les verront pas dans la maison de... Ouais. Donc les hiboux sont vraiment une force... Il se passe quelque chose avec les hiboux. Et du coup, Cooper il est enfin prêt à poser sa question. Le premier truc que je remarque en voyant la scène, c'est que Cooper n'est pas en charge. C'est la première fois de toute la série où Cooper n'est pas en charge. C'est vrai ça. C'est elle la patronne. Mm-hmm. Il veut prendre des gâteaux, elle lui tape sur la main pour lui dire non. Oui. Et là, elle est dans son monde. C'est le monde de la Log Lady. Carrément. C'est ses règles à elle. Et tu vois que Hawk a l'air d'être assez habile. Ils ont l'air de se connaître les deux. Yes. Il y a une connexion entre Hawk et Margaret, j'ai l'impression. Et en tout cas, Hawk, lui, il est déjà chez lui. Il connaît les règles, il sait comment ça marche. Alors que Cooper, il a encore à apprendre, tu vois. Et j'aime bien ça. De temps en temps, de mettre Cooper dans une position où il est pas à l'aise, quoi. Cet épisode, il est pas hyper à l'aise. Hein. Entre les Islandais et puis arriver dans un endroit où il y a des règles et qu'il comprend pas et il peut pas être en charge. Mais du coup, c'est une dynamique hyper intéressante du coup, puisque Hawk s'y sent très bien et ça se voit. Donc la bûche de la Log Lady a vu quelque chose. Et Coop est enfin prêt à lui poser une question. On apprend quand même que le mari de la Log Lady était un pompier. Ouais. Et qu'il a rencontré le diable dans les flammes. Donc il est mort dans un incendie. C'est ça. Le lendemain de leur mariage. C'est tragique. Horrible. Tragique. Parce que quand tu commences un mariage, tu entres dans une nouvelle page de ta vie, c'est vraiment un nouveau chapitre, tu commences quelque chose d'autre, tu prends même le nom de quelqu'un, dans le cas de Margaret, elle s'appelle Lanterman et c'est le nom de son mari. Un jour, ça va être tenu, toute sa vie, voilà. Est-ce que tu crois que la bûche est tentée par son mari ? Alors j'y pensais justement, je me disais que c'était intéressant parce qu'il y a un peu deux manières de voir la Log Lady. Il y a la manière un peu surnaturelle où en fait elle est vraiment juste pas vaisseau, mais disons que la bûche lui parle. La bûche. C'est l'esprit de la forêt. C'est l'esprit de la forêt exactement. Et que elle se fait juste porte-parole, interprète, alors que on peut aussi voir où en fait elle est complètement traumatisée et que c'est le seul truc qu'elle a pu sauver de cette nuit-là et que depuis, à chaque fois qu'elle a un traumatisme, elle peut s'exprimer qu'à travers la bûche et qu'en fait ce qu'elle leur raconte, les espèces de bribes d'informations un peu cryptiques qu'elle leur balance juste ensuite sur l'espèce de témoignage de la bûche. C'est ce qu'elle a vu. C'est ce qu'elle a vu. Et elle peut l'exprimer que de cette manière-là. C'est deux façons un peu intéressantes qui sont un Je peu pense que les deux vont ensemble. Ouais, carrément. C'est la dichotomie Twin Peaks. Voilà, les deux vont ensemble. C'est Frost et Lynch. Exactement. Ouais. C'est vrai. C'est un qui explique tout et l'autre qui explique rien. Exactement. Et donc oui, Cooper est enfin prêt. On en parlait dans le tout premier épisode de la série, je crois. Ouais. Tu disais dans 3-4 épisodes il sera prêt. T'étais pas loin. Ouais. T'étais pas loin. Mais... Et du coup, il lui demande enfin il demande enfin à la bûche ce qu'elle a vu. Ouais. Et donc elle raconte. Elle balance un paquet de trucs, Margaret. Elle parle encore des hiboux qui étaient présents. Elle parle de 2 hommes, de 2 femmes. Et puis de cris, et que d'un seul coup les hiboux ne faisaient plus de bruit. Donc les 2 filles, on pense que c'est Laura et Ronette. Ouais, c'est ce que Cooper. Les 2 hommes, c'est Jacques et sûrement Léo. C'est ça. Et il y a un 3e homme. Ça pourrait être Jacoby, ça pourrait être Ben. Ouais. Parce que Ben, c'est vrai qu'on en parle pas trop, mais il est un peu shifty sur les bords. Ouais, ça pourrait être James. Ça pourrait être Bob. Ça pourrait être Bob ou Mike, un des deux. Ça pourrait être... Non, je vois mal James. Faut pas déconner quand même. J'en sais rien, il était dans les alentours avec ça. Donc ils vont continuer leur recherche dans les bois. Et là on entend une musique au loin. J'aime beaucoup. Ouais. Et on a un super plan des Booker's Boys à la Sergio Leone encore une fois. Moi aussi j'étais encore une fois j'étais parti sur cette fois-ci ils harmonisent. Cette fois-ci. Franchement je trouve qu'il est super cet épisode. Ouais. Au niveau de l'ambiance et tout. Oui. Frost il s'est fait plaisir. C'est vrai. Donc ouais ils étaient pas dans le bon chalet mais ils ont eu un paquet d'informations. Et là ils tombent enfin sur le bon chalet. Et Doc il fait allez-y sans moi les jeunes. C'est Gandalf qui prend 2 secondes pour réfléchir à quel chemin prendre dans la Moria Tolkien. There is always music in the air.
Cette fois, c'est Into the Night de Julie Cruz, en l'occurrence. Yep. Donc, à nouveau, Julie Cruz, qui est la chanteuse de la Roadhouse. Jacques Renaud bosse à la Roadhouse, donc j'imagine qu'il avait son CD. Et la musique tourne en boucle, depuis la mort de Laura. Et il y a un côté, fantôme, hanté. Ah oui, ouais. Tu sais, t'imagines, tu te promènes dans les bois et t'entends une musique qui tourne en boucle comme ça. Ouais. Il y a un oiseau au loin. Il y a des arbres. Non, mais voilà. Mais oui. Ou le c'est fait étonnant de que bloquer. personne n'ait rien Unfinished trouvé, business. Le côté un peu, bloqué. L'extreme close-up sur un corbeau qui fait peur. Donc encore une fois, le corbeau qui fait peur. Franchement, notre oiseau du générique, il se fait piquer sa... Ouais, la vedette. La vedette, là. Après, il a le capital sympathie. Alors que le corbeau, lui, il est là pour... Il est en train de le perdre, son capital sympathie, en ce moment. Depuis ces dérapages répétés. On trouve un jeton caché du One Eye Jack dans le coucou. Encore un oiseau, techniquement. Encore un oiseau. Mais ouais, il y a Waldo. Et l'oiseau, il est là aussi. Waldo est là. Soirée islandaise à l'hôtel. Yes. Et Josie qui fume dans un bureau. Dans le noir. Dans le noir. Comme dans un film noir. Et voilà. La femme fatale qui fume dans le noir. Il y a le pauvre Pete Martel qui suit Catherine partout en lui disant de pas trop boire et elle se shotgun. Elle est en forme, Catherine, dans cet épisode. On la voit pas beaucoup, mais on la voit que dans cette scène. Elle est parfaite. Encore dans son rôle de personnage qu'on adore détester. Il y a Leland qui arrive et on voit sur son visage, il dit comment je vais pouvoir casser l'ambiance. tu sens qu'il est arrivé juste pour ça, quoi. C'est vrai. Je voudrais juste mentionner vraiment un trivia inutile. Ouais. C'est un peu ce qu'on fait tout le temps dans l'épisode. Trivia inutile explaining. Du coup, l'épisode est censé se passer le 1er mars 1989. Et donc, du coup, il y a une grosse fiesta islandaise dans l'épisode. Et il faut savoir que ce jour-là, le 1er mars 89, en Islande, ils ont célébré leur premier jour de la bière. Et c'était surtout la fin de la prohibition dans leur pays, en fait. Ah, donc on peut se dire... Donc, voilà. S'ils se ça marche pas avec les dates de la série, par contre. Non, mais... ça marche avec les dates vraies. Et justement, oui, Catherine, elle est venue pour terminer par terre, quoi. Audrey fait son espionne. Oui. Parce que Catherine verse son verre sur Ben pour le faire venir. Pour attirer son attention. Ouais. Donc Audrey, elle espionne dans les murs, comme d'habitude. Catherine n'est pas contente parce qu'il y a pour le jeton du One Eye Jack. Et elle gifle Ben 3 fois. Et j'ai l'impression qu'Audrey, ça lui a fait vraiment plaisir de voir ça, quoi. J'arrive pas à savoir pourquoi ça lui fait plaisir. Si elle prend un malin plaisir à voir son père se faire malmener, est-ce qu'elle prend un plaisir à voir des gens un peu préparer un sale coup et puis tu vois, peut-être tout, hein. Moi, je pense que c'est aussi parce qu'elle obtient les munitions contre son père. Exact, c'est vrai. Tu vois ? Ouais, j'avais pas pensé, mais carrément, oui. Genre, j'en sais plus que lui, il ne le sait maintenant. Elle a une longueur d'avance et je pense qu'il y a un peu de ça. Carrément, non, t'as raison. Now, let me get this straight. Your entire country is above the timberline? Il y a Pete qui boit du lait dans une pinte. T'as pas vu ? Si, il boit du lait dans une pinte. Pete. C'est vraiment classique, Pete. Le micro de Jerry ne fonctionne pas avec un bruit d'électricité qui fait peur. Ouais. Vraiment, il n'y a rien qui va dans cette soirée. Déjà, Jerry qui fait un speech, c'est pas possible. Il y a la musique qui démarre toute seule. On sait pas pourquoi. Et ça trigger Leland tout de suite. Ouais. Dans certains films et dans certaines séries où il y a des tueurs qui sont formés à la musique, tu vois, ils entendent une musique et ça les rend fous d'un coup et ils tuent tout le monde, tu vois. Ouais. Et on dirait qu'il y a un truc comme ça avec Leland et la musique, quoi. Il est vraiment connecté à la musique. Dans toutes bizarre, ces scènes, c'est lié à la musique. Ça sort que du coup, à chaque fois qu'il y a de la musique, directement, il repart, il pense à Laura, il se met à danser seul. Ouais, c'est très bizarre. Et du coup, Ben et Jerry, ils sont là à se faire « Ouh la merde, il faut qu'on fasse diversion, il faut qu'on... » Avant, ils envoient Catherine quand même. Ouais, ils envoient Catherine danser avec lui. Catherine qui danse et qui fait Do the Leland. Oui, c'est ça. Si je mimique, elle fait le Leland, quoi. Ça va passer auprès des Islandais et ça passe. Ça passe, ils se mettent tous à faire le Leland. Incroyable. Et Audrey pleure devant cette scène. Audrey pleure. Ouais. C'est drôle, donc
Audrey, elle pourrait pleurer en se disant mon père trompe ma mère et ce genre de trucs quand elle les voit, mais en fait non, c'est plus quand elle prend le recul et qu'elle regarde la ville et elle fait s'il y a un problème, qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. J'ai lu un truc sur le Great Northern, je trouve qu'il s'applique bien là. C'est que c'est vraiment en fait c'est une continuation de la forêt en fait, cet hôtel. Surtout dans le cas d'Audrey. Qui là par exemple elle est souvent cachée derrière des piliers pour espionner des gens. C'était le cas avec les Norvégiens il y a quelques épisodes, il me semble que c'est dans le pilote. Là donc elle est cachée derrière une sorte de pylône pour pleurer. Tout à l'heure elle a pris un passage secret. Voilà, il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose, le passage, et puis entouré de bois, et puis il y a une sorte de mystère dans cet hôtel. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Et puis bon, c'est peut-être un peu con, mais certainement tout le bois qu'il y a dedans, à mon avis, il le sort pas de nulle part. Il vient de la forêt qui est juste à côté, et c'est une continuation du mystère et du. Forêt qui s'appelle Ghostwood, hein, d'ailleurs. C'est vrai qu'on en a jamais parlé, mais. Oui, alors que c'est juste ici devant notre nez, quoi. Voilà, et Ghostwood. Et Josie continue à fumer dans le bureau. Donc elle est pas venue pour rien. Elle est pas venue pour rien. Elle en a sa 15e cigarette. Elle a lu 3 fois Guerre et Paix. On apprend vite fait que Maddie a trouvé la cassette, une cassette dans une boîte pour Laura. Pas besoin de pencher là-dessus. Ouais. Donc retour à l'hôtel où Ben rejoint enfin Josie. Oui, et donc... Qui là, on est à sa 30e cigarette. Et en fait, donc Ben est en fait un double agent qui bosse avec Josie. Ouais, c'est vraiment... Il est sur tous les fronts, le mec. Il est partout, quoi. Tous les fronts. Et elle aussi, d'ailleurs. Ah oui. Elle aussi, parce qu'il y avait le coup de Hank dans l'épisode précédent. On ne sait pas exactement pourquoi ils sont liés. Là, il y a Ben qui lui dit que du coup, il me semble qu'il lui dit qu'il parle de foutre le feu. Donc elle est au courant, quoi. Ouais. Tout le monde le sait, en fait. Le secret. Ouais, mais même Audrey le sait. Même Audrey. Dance with him. It is serious. Dance with him. Ce connard de Léo rentre à la maison. Il est bien en forme. Bon, il chope de l'essence, donc pour montrer qu'il va sûrement brûler. C'est sûrement lui qui va brûler le truc. Yep. Ah bah oui. Il va pour aller taper sa femme comme d'habitude, quand Hank lui en met une de nulle part. Et là, c'est là qu'on voit que Hank est vraiment bien dans les trucs, dark, quoi. Et il est au top de la food chain de Twin Peaks, en fait. C'est chaîne alimentaire. Chaîne alimentaire de Twin Peaks. C'est lui qui, alors que Léo, jusque-là, il intimidait Bobby, il était même désagréable envers Coop, ce qui est inadmissible. Mais là, il s'en prend une grosse et il finit par terre comme Chet, plutôt dans l'épisode dans Invitation to Love. Il pousse Shelly en rentrant, elle sort son flingue. Yes. Elle tire, on entend Léo qui hurle, puis on l'entend peut-être des pas et sortir de la maison. Tout pendant ce temps-là, il y a la lampe qui bouge. Il y a la lampe qui bouge, qui est un truc qui revient dans plein de films. Comme quoi? Comme j'arrive plus à me souvenir si chez vous exprès. C'est cruel, mais à la limite, si vous savez dans quoi vous avez vu un plan pareil, où du coup on ne voit pas un meurtre, où on ne voit pas quelque chose, parce que du coup la caméra se déplace sur une lampe, qui ensuite projette de la lumière sur les murs. Je sais que je l'ai vu. Une lampe qui bouge sur le plafond. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis certain de l'avoir vu dans un slasher. Je sais pas, j'arrive plus à me souvenir. Mais du coup, voilà, c'est un plan iconique. C'est juste, j'arrive plus à le raccrocher à nulle part. Leo needs a new pair of shoes. Cooper rentre enfin à l'hôtel après une dure journée de il s'arrête dans le couloir parce qu'il entend qu'il y a encore du bruit. Il entend qu'il y a quelqu'un dans sa chambre aussi, vu que la porte est ouverte. Ouais. Et c'est Audrey nue, en train de pleurer, dans son lit. Ouais. Alors, j'ai une petite théorie me disant que Audrey a voulu aller dans son lit, se la jouer femme fatale, sexy, etc. Et qu'au bout d'1 heure, elle s'est mise à pleurer, à se dire « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» D'accord. Et là, elle s'est sentie seule, et elle dit « En fait, j'ai juste envie de passer du temps avec. » Ouais. Et je pense que, comme elle est en larmes, tu vois, il y a le côté... Alors, je préfère ta théorie. Ouais. La mienne, c'est juste qu'elle a pigé que c'était un chevalier blanc en coupe. Ouais, c'est possible. Et que là, elle est littéralement... elle est vulnérable à tous les points de vue. Elle est nue et elle pleure. Parce que je sais pas, Audrey, par exemple... Elle est belle, mais elle pleure. On n'en parle pas vraiment de ça, mais...
Elle a pas eu de mec avant, c'est pas comme Laura qui a des tonnes de mecs, tu vois. Alors on n'en parle pas, c'est vrai, c'est pas du tout un Elle truc... a pas l'air d'avoir une vie... Mais oui. Après, vie amoureuse très développée. Peut-être qu'on imagine qu'en fait, elle est vraiment au centre de l'attention quand elle est à l'hôtel, en fait. Ouais. Mais à l'école, elle a pas l'air d'avoir vraiment d'amis. Non. C'est pas elle qui est avec Bobby et qui est avec les mecs populaires. Non, je sais même pas si elle les connaît. Tu vois. Ouais. Elle fait sa vie. Du tout avec. Donc ouais, on comprend que du coup, Cooper qui arrive, c'est parfait pour elle, mais voilà. Donc et elle lui demande ne me faites pas partir, ne me faites pas partir. Tu rentres chez toi, Chérie Linfen, à poil dans le lit. Elle reste. Dans des draps rouges en plus, je sais pas. C'est bizarre parce qu'il a pas de drap rouge d'habitude et là d'un seul coup. Elle s'est ramenée avec ses draps rouges. Bref, je trouve que cet épisode est très beau. Oui. C'est un des meilleurs de la saison. C'est vrai. C'est un de ceux qui fait vraiment... tu te dis, l'enquête, t'es vraiment dans l'enquête. Les personnages sont bien mieux connectés qu'avant. Oui. Oui. Il se passe vraiment des trucs dans cet épisode, quoi. Mark Frost qui explique et qui a son petit quart d'heure un peu cryptique quand même avec Margaret, la Log Lady. Il y a des plans sympas, donc comme on a dit, les plans Sergio Leone qui sont super cool. Les plans de l'oiseau aussi, le gros plan sur l'œil, etc. Ouais. Enfin, c'est des trucs. Je trouve que ça sort du lot un peu au niveau réalisation par rapport aux épisodes précédents qu'on a pu voir dernièrement, à part les Lynch, je parle pas des Lynch. Oui. Mais pour le coup, c'est vrai que en faisant des recherches et puis de ce que tu as pu m'apprendre sur Mark Frost, il y a vraiment marqué Mark Frost à fond sur cet épisode, quoi. Ça peut pas, vraiment, même les plans sur les oiseaux, ils ont des symboliques, ils aident, ils apportent à l'ambiance et au déroulement de l'intrigue, donc ouais. Et il y a une très bonne utilisation de la musique et de Badalamenti dans cet épisode aussi. Ouais. Je m'étais plaint dans le 2e ou 3e épisode où je disais c'est too much. Ouais. Tout s'enchaînait un peu. Ils mettaient tout. C'était un peu greatest hits. Ouais, voilà, c'était le best-of comme ça dans toutes les scènes. Là, c'est bien plus distillé. Ouais. Et pas réutilisé intelligemment, je suis d'accord. Enfin voilà. Sympathique. Sympathique sur 10. Comment tu notes cet épisode? Je lui mets 3 oiseaux. 3 oiseaux, parfait. Sur 7 samouraïs. Très bien. Et un C+. Non, c'est un très bon épisode. Ouais, très bon épisode. Je crois que là, on est parti pour avoir... on est bien lancé. Ouais, deux autres bons épisodes par la suite. Yes. Dont un réalisé par Mark Frost cette fois. D'accord. Et voilà. Est-ce que je te propose de parler un peu de spoiler, peut-être? On va passer à la section spoiler. Donc, pour les gens qui découvrent pour la première fois, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Thank you all very much for being here tonight. There is an abundance of fish in the sea. But tonight I would like to speak about wood. Spoiler, je voulais parler de l'évolution de Bobby pour commencer, parce qu'on n'en a pas trop parlé dans les spoilers. Là, on voit des premiers signes du Bobby qu'on va voir dans la saison 3, tu vois. Ouais. Oui, on le voit pleurer d'autres fois que entre cette fois-ci et quand il voit Laura dans la saison 3. Alors là... Je crois pas. Je crois pas tous les épisodes. C'est pour ça que je dis je crois pas, j'ai pas dit je suis sûr, Sofiane. Écoute, si tu veux un autre co-host, tu trouves un autre co-host. Je fais une annonce. Alors, ouais, donc Bobby, je le trouve touchant dans cet épisode et je me disais quand je voyais la scène dans la saison 3 où il pleure devant la photo de Laura, de ce qu'on voyait depuis le début de la saison. Je me disais, je voyais plus James faire ça que Bobby, tu vois. Ouais. Bobby était peut-être son petit ami, mais il avait pas l'air de l'aimer. Ils le disent d'ailleurs. Ouais. Même Cooper lui dit, tu l'aimais pas. Tu l'aimais pas. Et là, après avoir vu cette scène de psy, là, je comprends beaucoup plus, bien mieux pourquoi est-ce que Bobby réagit comme ça dans la saison 3. Et je suis fier de Bobby à chaque fois. C'est un des personnages qui a le droit à une belle fin aussi. Et c'était pas forcément celui qu'on imaginait. Et ouais, je suis fier de lui. Ouais, et moi avec ce deuxième visionnage, c'est un de mes personnages préférés. Ouais. Parce qu'il a un arc hyper intéressant. Il est pas aimé par tout le monde, hein. Non, mais tu vois, il est vraiment... Je sais pas, moi je le trouve, tu vois, je suis compréhensif en fait quand il fait des conneries et que c'est un petit peu un petit merdeux, mais quelque part il a un bon fond
Et il est plus complexe qu'en fait juste le captain, tu vois, le quarterback qui en fait est un le rebelle. Ouais, voilà. Autant Léo, je lui prête. Non, il y a une dimension, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir, même si la scène n'était pas hyper joyeuse dans cet épisode-là. Ça fait plaisir de le voir continuer à être creusé en tant que personnage. T'as rien pour les spoilers? Non. Ok. Peut-être, pourquoi pas, parlons de Diane. Ok. Pourquoi pas? Elle est sur la liste des trucs dont on devrait parler depuis le début. C'est vrai. C'est vrai. Bah là, pour l'instant, dans cet épisode, on fait juste appel à elle pour qu'elle lui envoie Fissa des bouchons d'oreille. Des bouchons d'oreille. Maintenant, on peut mettre un visage sur tout ça. Oui, maintenant, à chaque fois qu'il parle, j'imagine. On sait que la Diane qu'on voit en majoritairement dans Twin Peaks The Return est un tulpa. Oui. Donc c'est pas la vraie Diane. Non. C'est pas un doppelganger non plus, c'est plutôt une version alternative, un peu comme Doogie, le Doogie original a pu être. La vraie Diane, on la voit rapidement dans le Sheriff Department, mais elle dit pas un mot. Et ensuite, on la voit récupérer Cooper quand il sort du voyage dans le temps. Et il se passe ce qui se passe, et elle est perdue dans un univers parallèle. Elle abandonne Cooper dans un univers parallèle. Et ouais, en réalité, on la voit. On sait pas grand chose de la vraie Diane en fait. Je me rends compte. Elle doit être super sympa. Parce que Cooper a l'air d'être un mec sympa, ils ont l'air d'avoir des bonnes conversations, de s'apprécier. C'est pas la personne qu'on voit dans la série qui dit fuck you à tout. Qui est tout le temps en train de dire fuck you dans toute la... C'est d'ailleurs intéressant parce que quand on regarde la saison 3, on se dit... Il est alcoolique aussi. Ouais. On se dit, bon, elle était peut-être pas comme ça. Enfin, quand on découvre la saison 3 au fur et à mesure, on se dit, ah, c'est donc de cette personne-là que Cooper était amoureux. Parce que bon, voilà. Mais on réalise qu'en fait, non, depuis le début, non, c'est une autre, tu vois, c'est un tulpa. Donc du coup, Lynch a quand même gardé le mystère Diane. Diane, la vraie, c'est celle avec les cheveux rouges. C'est ça. Et les ongles peints d'une certaine manière. Ouais. La fausse, c'est celle qui est plus connue avec les cheveux blancs. Ouais, Platine. Ouais, vivement la saison 4. Qui est un spin-off sur Diane. Ouais, sur Diane qui vit dans un univers parallèle et qui sait pas qui elle est. Je serais trop content, moi. Franchement, ce serait hyper intéressant, tu vois. Elle va où? Elle a pas de sac, elle a rien sur elle. Ça, c'est un truc qui m'a mis mal à l'aise dans le dernier épisode, le côté Diane qui disparaît. Et dans un monde, on sait pas où, on sait pas pourquoi faire. Ouais. Elle croit qu'elle est quelqu'un d'autre, Linda. Ouais. Voilà, j'avais juste envie de parler de Diane un peu. On va en parler à chaque épisode de Diane. Toujours avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Très bien, avec plaisir. Quel est le nom de l'épisode? Realization Time. Ok. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 7 qui s'appelle Realization Time. Attends, épisode 7? J'ai compté 5 fois, on est bon. T'es sûr? Il y a un pilote. C'est l'épisode 0.